Partenaire particulier, ouais. C'est lundi. Oui, monsieur. This is Monday. Yes, sir. Voilà. Ouais. Bon gros week-end. Bien effacé par le bon lundi qui fait du bien. Parce que, voilà, je sais que vous êtes comme nous. Les week-ends, c'est toujours un peu trop long. Le L. Ouais. Le L mythique du lundi. Comment ça va, Alex? Ouais. Bon, ça va bien. Comme un lundi. Normal. Propre. On est content. Ce sont des choses qui ne changent pas. Non, exactement. On espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. On démarre bien la semaine avec Trash Talk. Vous êtes sur la chaîne YouTube de Trash Talk et donc cette saison, on fait les partenaires particuliers. On enchaîne. On enchaîne. Vous connaissez cette série où on se focus, on se concentre sur les meilleurs coéquipiers dans la carrière de joueurs de légende. On a déjà fait quelques grosses légendes, Alex. On a fait Patty Wing, on a fait Kevin Durant, on a fait Nico Batum, Charles Barkley, LeBron James, Steve Nash. On a un petit Kevin Garnett juste derrière nous. Yes, sir. Voilà. Ça fait déjà du bon moment. Et aujourd'hui, on s'intéresse à Allen Iverson. Changement d'ambiance, changement de poste. Alors, c'est-à-dire que Kevin Garnett était mal entouré. Bienvenue dans la vie de Allen Iverson. Voilà. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en préparant cet épisode, j'étais là, genre, mais en fait, les Sixers, le process, ils ont commencé en 96, en fait. Franchement, c'est chaud. C'est très très chaud. Attention. Vous le verrez, l'entourage d'Allen Iverson, c'est très compliqué. Attention, Alex a raison de le dire. Violence. Si vous êtes jeune, voire mineur, demandez à vos parents si vous avez la possibilité de regarder cette vidéo. On est sur un niveau d'entente entre... Ouais, même quand il y a des sachets de thé, on a tout ce qu'il faut ici. On est sur un niveau d'entourage et d'incompétence du management au plus haut point. On va raconter tout ça en détail. Le line-up, il ne bouge absolument pas, évidemment. On va parler en chuchotant, on va parler de bouffe. Puis ensuite, on va faire le profil complet de Monsieur AI, The Answer, Allen Iverson. Avant de faire les coéquipiers, évidemment, avant de faire les coéquipiers poste par poste, on verra à quel poste on met Allen Iverson. Alors, c'est un combo. Quelqu'un C'est un combo. On peut le mettre en 1 ou en 2. Dans les classements all-time, on a tendance souvent à le considérer comme un 2. Mais dans sa carrière, il a souvent été accompagné d'un 2. Je veux dire, des bons meneurs dans la carrière d'Iverson. Voilà, vous avez compris que mon rire, pas facile, faut gratter. Alors que des 2, il y en a quelques-uns où tu dis, oh quand même, ouais, il a joué avec lui, disons lui, oh putain, il a mis 8 points par match, ah, pas mal. Dis donc, ils l'ont bien entouré, les salauds. Non, donc c'est vraiment un combo. Oui. Le corps d'un meneur, le jeu d'un arrière, Iverson, quoi. Exactement, on va en faire le profil complet. Juste après, on fera donc les coéquipiers poste par poste pour discuter de tout ça. Le fameux top 3. Parce que là, je vois qu'il y en a qui sont en train de se dire wow, wait a minute, c'est qui le meilleur coéquipier de la carte d'Allen Iverson? Retroussez vos manches, j'espère qu'il est basketteur. La chose, c'est que pour faire un top 3, t'es déjà en train de racler les fonds de tiroir. Exactement, ça va être complicado. On va mettre des grosses vérités, on va mettre des points sur i et des églises au centre du village aujourd'hui. Et on terminera avec un peu de science-fiction, un petit peu comme ce qu'aurait pu être la carte d'Iverson s'il avait joué dans une autre franchise. Ou comme poser la question de ce cher Léonce juste avant qu'on démarre la vidéo. Franchement, est-ce que Iverson bien entouré, est-ce qu'il aurait pu, avec son côté caractériel, tout ça, est-ce qu'il aurait pu shoulda coulda woulda? Caractériel, ouais, ok. Moi, je pense que tu pouvais trouver des mecs meilleurs que ce qu'il a eu et que ça aurait pu aller très loin. Tout à fait, on l'a vu, on en reparlera en 2001. Avant ça, on commence avec les classiques. Ouais. Vous le savez, si vous êtes un joueur de grande taille ou de petite taille, bienvenue, car on va aussi pouvoir parler avec nos copains de Tarmac, dont vous pouvez retrouver tous les produits dans la Descro avec le lien ci-dessous. C'est la marque basket de Decathlon, partenariat avec la NBA. Ouais. Vous le savez maintenant, ça produit pas mal de choses à l'effigie de franchises NBA. Il y a du textile, il y a du 3/4 sous les shorts, il y a du t-shirt, il y a du sac à dos, il y a de la chaussure évidemment, pas mal de paires Heat, Celtics, Warriors. Non, il n'y a pas les Sixers. Il doit y avoir peut-être du Bulls. Je m'avance peut-être un peu, mais il me semble qu'il y a du Nets, il y a du Bucks. Voilà, il y a pas mal de trucs assez cool. Il y a eu des éditions, vous les avez vues dans ces émissions du lundi, il y a eu des éditions limitées Lakers, jaune et violette. Toujours pas de orange. Voilà, on attend avec impatience, surtout qu'en plus les couleurs sont très très belles, la version Hawks. C'est quoi ce rire? Sera forcément accompagné d'une version Suns, évidemment. Quel est ce rire? Est-ce qu'on peut revenir sur la définition de ce rire? Sauf que le problème, c'est que voilà, ces deux équipes
ne sont peut-être pas assez fortes pour convaincre le département design et création de Tarmac. Attention. Voilà. Il serait temps de wake up guys. Il serait temps d'agir. Ouais. Il serait temps de se réveiller. Dans tous les cas, si vous avez du bon matos pour cette année 2023 au basket, eh bien, vous pouvez vous éclater sur les terrains ou dans les parquets des gymnases. Si vous êtes en manque, n'hésitez pas à aller checker les copains de Tarmac. Parce qu'en plus, ça fait quelques temps qu'on parle d'eux et qu'on a toujours autant de retours positifs. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui nous envoient des petits « tu sais, à chaque fois, vous susurrez le lundi, mais en fait, c'est cool aussi de voir qu'on a eu derrière des bonnes performances et des gens qui sont contents. C'est durable, c'est du bon matos, c'est Frenchy. » Ouais, super. On aime bien. N'hésitez pas à aller checker. Maintenant, on va parler de bouffe. Parce que lundi, on doit forcément bien démarrer la semaine avec un ventre bien rempli. Qu'est-ce qu'on mange ? Alors, je sais pas si je l'ai déjà proposé une fois un lundi ou pas, parce qu'à force, voilà. Mais en ce moment, je suis très dans les gratins. Donc, gratin de chou-fleur. C'est bon. C'est la saison. C'est simple à faire et puis c'est bon. C'est un légume de saison, non ? On est sur la saison. Légume de saison, mais chou-fleur. oui, non, parce que depuis, la police de saison avait un petit peu Moi, je haussé fais le temps et hyper Alex, gaffe maintenant, il parce fait genre... J'ai eu des problèmes. C'est-à-dire que je vais sur Wikipédia maintenant, moi, avant de checker mon menu. Wow. Gratin de Alors, chou-fleur. qu'est-ce qu'on a dans la saison ? Alors, par contre, attention, qu'est-ce qu'on met dans le Alors. gratin de chou-fleur ? Hein ? Comment ? Qu'est-ce qu'on met dans le gratin de chou-fleur ? Bon, il y a une sauce. Il y a du chou-fleur. Il y a une quoi comme sauce. Une sorte de béchamel. C'est pas vraiment une béchamel. Je connais pas le nom exact de la sauce. Il y a team béchamel et team non béchamel, hein, quand même. Ah bah quand même, faut une sauce. Faut une sauce pour enrober les choux-fleurs et après tu... Ah, moi je suis même pas team chou-fleur, donc gratin. Ah Oh bon, là 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 là. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu loupes ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Donc tu mets ta sauce façon béchamel. Oui. Ok, tu recouvres légèrement de fromage quand même. Tu mets tes 2 cm. Tu mets la semelle. Voilà, c'est ça. Tu mets la Et, tout, semelle et de- tu mets ça dans le four en fonction grille. Enfin, d'abord en cuisson, chaleur tournante ou je sais pas quoi. Et après, hop, le petit fin de cuisson en grill pour que ça grille bien. C'est trop bon. Trop bon. On aime bien quand ça vaille un petit peu. Il y avait une version que faisait ma grand-mère avec du petit jambon. Ça Ah, marche ça, bien c'est bon, aussi. ça, Oui, c'est ça marche très, bien. De toute très façon, voilà. Hein, C'est quoi comme fromage d'ailleurs qu'on fout là-dedans, hein ? Oh bon, là, tu mets de l'emmental, l'emmental râpé, quoi. Classique. Du classique. C'est très très bien. C'est très très bon. C'est très très bon. Ça se mange sans faim. Et puis c'est facile, pareil, ça c'est le genre de plat, tu fais le truc, tu mets au four, t'attends. Tac. C'est pratique. T'as Très, pas de très team cuisson Alex. à surveiller. Si un jour vous mangez Rien avec du Alex, tout, sachez voilà. que ça va cuire pendant qu'on discute. Ouais, c'est ça, exactement. Ça fait partie Exactement. Qu'est-ce qu'ils mangent là-haut, là, Léon, ça Des des choux-fleurs. Ouais, tu connais les Ah, chou-fleurs. l'ambiance. Ah, grave. Petit, Ambiance petit délétère. hachis parmentier de canard, ça fait longtemps. Un quoi Ouh. Petit hachis parmentier, mais de canard. Ah, c'est bon ça. Ouais, c'est un truc sud-ouest. Enfin, je crois. Non, je dis n'importe quoi. Bah, Avec une petite bah, salade. quand en même, tout cas, hein. ça fait plus Ah ouais. sud-ouest que lillois, quoi. En Ouais, tout cas. ouais, c'est pour ça, c'est spontanément. Après, mais ça, je on peux va me dire, tromper, mais. Et donc vas-y. Et avec une petite salade verte, voilà, mais c'est un hachis parmentier, sauf que tu prends du canard et puis tu fais cuire. Non, c'est très bon. Très, Ouais, très c'est bon. Voilà. Ça c'est pas mal. Mafé. Voilà. Dites-nous Poulet ce que vous avez mafé mangé. Hein ? Poulet mafé ou mafé Mafé. Ok. Mafé tout simple. Après il y en a qui sont bœuf, il y en a qui sont poulet, mais tant que mon riz est bien collant comme il faut, évidemment dédicace à ma team Mafé. Dites-nous ce que vous mangez le lundi. Hein, et si vous êtes team chou-fleur ou team hachis parmentier de canard. Oh, les deux peuvent marcher ensemble, je suis sûr. Oh, je pense que ça peut être tout à fait sympathique de discuter. Mais bien sûr. Waouh. Mais bien sûr. Ouais. Mais tout va bien, tout va bien. On se tasse bien dans les poufs. Donc, si même si t'as faim pour le dessert, tu peux avoir un petit mafé. C'est nickel. Ah oui, je suis d'accord. Ah, tu deviens tanké, hein, comme de Ah bah là, Ah bah là, attention, le pépère est en attention. mission. Là, voilà. Il y a de la protéine. Tout à fait. Il y en avait un par contre, on pouvait lui foutre tout, du hachis parmentier de canard, de la béchamel, en veux-tu en voilà, mais c'était un athlète extraordinaire. On va parler de Allen Iverson aujourd'hui. Alex, je le dis tout de suite, on va faire le profil de AI The Answer, un des athlètes les plus extraordinaires de l'ère moderne. 1m83 avec les chaussures. Hein. Ça monte au cercle. Attention comment ça monte au cercle. Waouh. Ça court 48 minutes sans aucun problème de cardio. Chaque match Et puis ça court, vite. Ça se bat, effectivement, t'as raison. Ça se bat, ça met une énergie incroyable. Donc, faut avoir les moyens athlétiques, faut aussi avoir les moyens au niveau du mental pour faire ça. Arrière, combo garde, mettez-le où vous voulez, mais scoreur, croqueur, intercepteur. Je pense que on peut complètement être là-dedans, quoi. Bien sûr. Avec sa vitesse de main et sa vitesse de jambe, les lignes de passe, attention.
un des meilleurs intercepteurs que la NBA ait connu. Un il a été meilleur intercepteur au moins 3 fois dans une saison. Et puis plutôt 2,7, 2,8, quasiment 3 interceptions par match. Tout à fait. Et c'est pas l'interception dans un seul registre. C'est pas genre juste j'attends et puis je te prends une de passe. C'est que parfois c'est je te pickpocket. En fait, c'est merci, mais t'as pas été assez attentionné. Donc en fait, vu qu'il a une cardio de malade, je vais te saouler. Et puis par contre, il a bien eu une ligne de passe. Hop, avec sa vitesse, il la prend, il file au panier. Tu prends 2 points, tu fais un panier. Et quand il file au panier, c'est fini. C'est terminé. Parce qu'il n'y a personne qui la rattrape. Et si tu le rattrapes, c'est risqué parce que tu peux avoir un N1. Parce que dans le genre, je prends le contact. Oh là là. Quand je drive, je prends le contact du gros, du moins gros, de ce que tu veux. Un cœur de la taille de la Pennsylvanie. Et encore de kamikaze, là, parfois. Là. Exactement. Et encore, j'ai envie de dire, vous pouvez prendre un cœur de la taille de la Pennsylvanie ou même des États-Unis entiers. Allen Iverson, c'est le peuple. C'est l'homme qui vient des quartiers pas faciles en Virginie, si je dis pas de conneries, qui essaye de grandir sans figure paternelle, qui est aussi bon au foot américain qu'au basket. On se demande dans quelle discipline il va avoir une carrière. Il pouvait être considéré comme un des meilleurs jeunes joueurs de foot américain avant de se mettre au basket. Au lycée, tout à fait. Ouais, tout à fait. Sans figure paternelle et en plus avec faudrait regarder exactement, mais genre sa maman avait genre 15 ou 16 ans quand elle l'a eu. Bien sûr, bien donc sûr, en plus tu vois genre et il y avait des allers-retours au poste, c'était la galère. En adolescence pas forcément enviable quoi. Et d'ailleurs il a été en prison. Tout à fait. Allen Iverson, il a fait de la prison à quoi, 17 ans. Ouais, on a failli ne pas le voir en NBA parce qu'il y a une histoire d'affaire de bullying où en fait. Après il a été libéré par le gouverneur et après il a même été je sais pas si innocenté est le bon relaxé, mot. Mais en gros, il y a eu la clémence du gouverneur, donc tu pouvais sortir. Mais après, il y a même eu en gros, il y avait pas vraiment suffisamment de preuves de sa culpabilité. Ouais, quoi. Tout à fait. Faut lire l'histoire exactement. J'ai pas tous les éléments exacts en tête, mais c'est comme ça aussi qu'il a été. Il y a un petit côté un peu blanchi de cette sale histoire de dans une bagarre, dans un bowling, il aurait éclaté une chaise sur la tête d'une dame et finalement, ils ne sont pas si sûrs que ce soit lui. Exactement. Mais c'est ce qui fait tout ça, tous ces éléments font que Allen Iverson, quand on en parle, il y en a plein là qui débarquent sur la chaîne YouTube Trash Talk, qui débarquent dans la NBA en ce moment. Je le vois là quand on en parle dans les cafés ou dans les commentaires de la chaîne YouTube, évidemment, qui nous disent qu'ils démarrent la NBA. Alors évidemment, Allen Iverson, c'est un côté un peu poussiéreux pour certains de la nouvelle génération, mais il faut comprendre que c'est l'homme du peuple, que c'est quelqu'un que beaucoup de gens adoraient, parce que, comme tu l'as dit, 1m83, cette passion, cette capacité, comme il le dit, à dire chaque soir, ce match est mon dernier. Pour moi, tu vois, par exemple, qui est grandi avec Iverson, qui est donc drafté en 96, numéro 96, 1, tout à fait, numéro 1 de la draft devant les Marbury, Ray Allen, Kobe Bryant, Steve Nash, Stojakovic et compagnie. L'emblème de ce soir, je vais à la guerre, suivez-moi, et je suis le petit général qui va regarder droit dans les yeux Shaquille O'Neal et tous les grands intérieurs de la NBA moderne, c'était Allen Iverson. Spectacle. Et puis, il y a le côté général, il y a le côté genre gros leader offensif. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on va en parler dans cette vidéo, il a été extrêmement mal entouré, Iverson. Aussi parce qu'ils n'ont jamais réussi à trouver un vrai lieutenant. Il n'a jamais eu vraiment de lieutenant offensif, Iverson. Enfin, c'est un scandale à ce vous allez niveau-là. voir. Il y a eu beaucoup trop de genre nickel, on va l'entourer de gros gars qui défendent et ça va le faire. Alors qu'en fait, il aurait peut-être fallu. Mais c'est vrai qu'il avait un volume. Il a été 4 fois meilleur scoreur. Il est quasiment à 30 points par match en carrière, en play-off, avec 70 ou 75 matchs de play-off. Il tutoie Jordan. Il n'y a que Jordan qui a une meilleure moyenne de points en play-off par rapport pas que à Iverson. Il n'y a que Jordan au-dessus, en moyenne de points en play-off. Donc c'est quand même un garçon. Enfin voilà, c'est extrêmement sérieux. Maintenant, effectivement, il y a coach John Thompson à Georgetown qui lui donne sa chance et puis il fera 2 années là-bas et après ça part direct aux Sixers. C'est vrai que dans le partenaire particulier, on s'éternise pas forcément toujours sur les coachs. Je pense que coach John Thompson, c'est quelqu'un de très important. La figure paternelle première. Je pense que sans coach John Thompson, je suis même pas sûr qu'Iverson il aille en NBA. De toute façon, je vais même aller plus loin. Je vais même aller plus loin. Le début du speech de Allen Iverson au Hall of Fame est en larmes en disant coach Thompson, je serais peut-être pas en vie en fait si tu n'étais pas là. Donc c'est vraiment. C'est vrai que j'ai dit aller en NBA, mais je suis d'accord. Ouais, tout à fait. C'est même la vie. Thompson a pu aussi dicter bien des choses pour que Allen devienne la superstar qu'il est devenu. Donc c'est important de le citer. Je pense que quand tu fais la carrière d'Iverson, tu peux souvent on zappe un peu trop le côté universitaire. Là, tu peux pas enlever John Thompson de la photo. Tu peux pas enlever Larry Brown qui va ensuite essayer, tant bien que mal, d'essayer. Alors là, vraiment, on est sur 2 profils tellement opposés. On est sur un coach 100% exécution, Indiana Basketball, pick and roll,
Un gars dans le corner, On exécute respecte bien. les systèmes. Allen Iverson, la rue, la street, je fais des albums de rap, je porte des fringues XXL avant le dress code, puisque pour ceux qui connaissent pas le dress code, évidemment, c'est... pendant une époque, c'était un peu compliqué de s'habiller comme on voulait. Aujourd'hui, c'est autre chose. Mais on était tous censés se ramener en costard au stade. C'était aussi parce qu'Iverson était le représentant de la rue. On a souvent parlé, Alex, de ces années 90 où on a le phénomène End One. On vient de parler avec Léonce de Jason Williams, de joueurs qui vraiment ramènent le bitume sur les parquets. On peut parler autant qu'on veut de Raphaël Alston, de machin, de bidule de chouette. C'est Iverson la rue. Clairement, c'est un des plus gros représentants du côté street. D'ailleurs, cette draft 96, elle est ultra street déjà de base. Street de ouf. Mais ouais, Iverson, voilà. Parce qu'en plus, il a réussi, quoi. Il a été MVP de régulière, quoi. Pardon. Il a été MVP de régulière. Un mec de 1m80 là qui est MVP de régulière. 2000-2001. Genre, c'est quoi, MVP de régulière. Je vais regarder, mais c'est quoi les plus petits? Les plus petits MVP de régulière. Lui, Derrick Franchement, Rose, je vois pas qui Steph. peut. Derrick Rose, il est plus grand que. Ah C'est oui, un oui, géant, Derrick Rose, à Ah oui, côté non, de bien sûr, non, mais c'est... Iverson. Steph aussi, il est plus grand. Hein. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'Iverson, moi j'ai dit 1m83, mais à combien il te le donne là T'es dans quoi là? T'es dans Nash, basket peut-être. référence? Non, Nash il est plus grand, tu rigoles. Nash c'est un géant à côté d'Iverson. Nash il fait genre 6'3, hein, 1m90. 1m91, ouais, ça comme Tu moi. vois, voilà. Et Iverson, il fait 1m83. Ouais, je dirais moi, c'est ça, 6 tout court quoi. Ouais, 1m83. Tu vois? Donc si vous faites 1m83, imaginez que vous êtes le MVP de la NBA. Non, bah non, c'est sûr, c'est ça. Il a été 11 fois All-Star, il a été plusieurs fois All-NBA, il a été Rookie de l'année, il fait partie du top 75. Enfin, il a vraiment une carrière très complète, il a vraiment un palmarès avec beaucoup de distinctions, de récompenses. Bien évidemment, il lui manque la distinction suprême, la bague, évidemment. Et je pense que ce que nous allons décrire au niveau coéquipier dans cette vidéo est un bon gros début d'explication de pourquoi Iverson n'a pas eu de bague. Je dis ça, je suis pas expert, hein, mais j'ai l'impression quand même que il y a quelque chose, il y a un filon. C'est un élément d'explication. Maintenant, comme C'est vous pas le le seul. savez, c'est pas le C'est pas le seul, seul. parce que s'il y en a bien qui a défrayé la chronique et qui a créé des discordes et des disputes, que ce soit en NBA ou ailleurs, c'était Allen Iverson. C'est-à-dire que est-ce que c'est lui qui refuse de jouer avec certains coéquipiers ou est-ce que c'est un super leader mais qu'on n'arrête pas de mettre dans un sac avec qui on veut mettre des étiquettes? Iverson, c'était tout à la fois. Donc c'était un phénomène culturel, c'était un sportif extraordinaire, c'était quelqu'un que tu voulais voir, toucher, regarder en te disant mais comment ça se fait qu'un mec comme ça regarde droit dans les yeux les plus grands, parce que c'est un sport, enfin je veux dire, jusqu'à ce que Iverson débarque, on a eu du Isaiah Thomas, on a eu du Bob Cousy, on a eu du Nate Archibald. Ma liste, elle s'arrête quasiment là en termes de petits qui ont survécu et ont dominé dans la NBA. Tim Hardaway, Ouais, voilà, mais Kevin Johnson. tout à fait, mais alors dominé, tu vois. Ouais, disons que c'est des mecs qui ont été All-Star. Ils ont été All-Star. Et des grosses lignes de stats. Mais hormis Bob Cousy et Isaiah Thomas, le suivant dans la lignée, c'est Allen Iverson. Oui. En termes de vraiment MVP, en titrage et légende totale. Ouais, bien sûr. Mais t'as eu quand même des mecs 1m85, là, 5'8, là, donc... Voilà, j'ai cité Tim Hardaway, je pense que Kevin Johnson mérite d'être cité aussi dans cette discussion. Mais oui, non, ils n'ont pas été MVP. Hein. Et Iverson, c'était ça, c'était 1m83 de passion. Malheureusement, comme on l'a dit, bah, moi, je t'avoue, en préparant l'émission, j'étais là genre, bon, bah, on vient de faire Kevin Garnett, la 21e saison, on a fait des Shaq, des machins, des LeBron et tout. Il y a 14 saisons NBA. Hein. Ouais, juste rapidement, il y en a 14. 10 d'entrée, il y en a 10 aux Sixers. Après, il passe par les Nuggets, les Pistons, les Grizzlies. Il repassera aux Sixers avant d'aller faire une petite année kebab au Beşiktaş, à Istanbul. 14. Iverson, c'est les Sixers à cette époque-là. Non pas qu'il n'ait pas été bon ailleurs, hein, on en parlera, mais son année aux Nuggets, c'est une année et demie, mais l'année... Ça doit être 2007-2008 ou un truc comme ça, là. C'est de 2006, mi-2006 à fin 2008. Ouais, voilà, mais la grosse, c'est ça. 2007-2008, il y a 82 matchs, alors qu'il a déjà 32 ans. Il est All-Star, il envoie 26 points avec 7 passes. Hein. L'autre, énorme, attention, énorme, il y a encore ça, là. Et c'est une légende absolue, c'est-à-dire que si vous voyez les images de ce All-Star-là, où notamment on a laissé tomber les tresses pour une coupe normale, regardez la réaction de jeunes LeBron, Wade, qui ont 23-24 piges, là ils viennent d'arriver. Pour eux, Iverson... C'est une légende. C'est des gars que tu as eu en poster dans ta chambre. Ah bah clair. C'était lui que tu avais partout. Regardez par exemple dans la NBA d'aujourd'hui. Vous allez avoir quelqu'un qui... Bon, maintenant, il y a de moins en moins de magazines. Mais si tu avais des magazines aujourd'hui, tu aurais Luka, Steph, Giannis, Luka, Steph, Giannis, un peu de Embiid, un peu etc. Moi, je sais que quand j'ai grandi, tous les 2 mois, tu avais un poster d'Allen Iverson.
Parce que c'était le gars le plus marketable. Ouais, c'est clair. C'était la star du basket. C'était quoi les maillots les plus vendus? C'était Kobe, Iverson, Kobe, Vince Carter. Iverson, Vince Carter sûrement. Shaq encore, je pense quand même, ça devait quand même. T-Mac un Ça peu. devait quand même être un peu sérieux encore. Shaq. Ouais, Shaq Dans aussi. les années 2000, Shaq. Ouais. Il se voyait encore bien, quoi, on va dire. Il était assez visible. Donc, Quel joueur, putain. Quel joueur. joueur énorme. Joueur énorme. Après, là, le principe de l'émission, c'est qu'on doit s'intéresser à ses équipiers. Mais oui. Et là, ça pue un peu. On va faire ça? Là, ça se complique. Et là, ça se Ouais. complique. Allez, on y va. Avant de démarrer, évidemment, la petite question, mais qui est assez rapide à répondre. Hein. Quelle est l'année ultime de prime de Allen Iverson? Je pense qu'on va partir sur 2001. Ouais, la saison 2000-2001, il est monstrueux. Ouais. Vous pouvez aller checker 2005 où il était énormissime avec Philly. Mais 2001, c'est le prime. C'est la saison de MVP où il emmène les Sixers jusqu'en finale NBA. Ils imposent enfin une défaite à ces Lakers qui sont invaincus en playoff. Mais c'est la seule défaite. Il va mettre 48 points. Il va faire le fameux step over Tyronn Lue. Action légendaire dans l'histoire de la NBA. Mais ce sera la seule défaite des Lakers. Seule défaite des Lakers de tous les playoffs. Ce petit bout d'homme Infligée par Allen Iverson et quelques gars quand même des Sixers. dont on va parler. Tu es prêt? Ouais. On va faire poste par poste. Et alors, mesdames et messieurs, là je vous le dis direct, bouchez-vous le nez, pincez-vous les oreilles. Ça va sentir la merde. À la main, quelques joueurs et comme d'habitude, Alex, tu choisis très très sérieusement un joueur sur lequel tu as envie de focus. Mais t'es d'accord, Iverson, on peut vraiment le mettre à la main ou à l'arrière. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Toi, t'as contourné le truc. Bah t'as pas le choix, Iverson, c'est chaud. Ah bah hein. écoute, On va voir, mais parce que toi tu le mets forcément en deux, c'est ça? tu verras. Forcément en deux. Bon, quand Tu même. verras. Vas-y, balance tes meneurs. Eric Snow, Kevin Ollie, Anthony Carter, Voilà. Speedy Claxton, Steve Blake, Stop. Chucky Atkins. Stop. Jrue Holiday, si vous êtes curieux, tapez Jrue Holiday Allen C'est Iverson. vrai. Il y a un jeune Jrue Holiday qui s'entraîne avec Allen Iverson. Voilà, c'est tout. Brian Shaw et Doug Overton. On fait comment? Je vous refais juste la Donc liste. là, parce que le mec le meilleur de cette liste, c'est qui? C'est Eric Snow? Putain, Eric Snow est je sais pas. mon meneur titulaire. Ah ouais? Non, moi j'ai pas pu. Écoute, je te dis juste, pour les gens qui ne l'ont pas, Eric Snow, je l'ai mis en meneur titulaire parce que pour moi, c'est un des premiers qui me vient à l'esprit. C'est ce backcourt-là qui essaye de se battre à Philly, qui veut justement aller choper les Lakers. Parce qu'avant de choper les Lakers, on n'arrête pas de dire ça, mais avant, tu as les séries contre Toronto, tu as la série contre Milwaukee, tu as quand même des grosses mixtapes de la part de Iverson, et le gars qui part dans les tranches avec lui, c'est Eric Snow, qui ne sera jamais All-Star, mais je suis désolé. On est loin. Tout à fait, mais je suis désolé. Je vais voir ton 5 majeur, mais je suis obligé aussi de mettre moi aussi mes réalités dans le 5 majeur d'Allen Iverson. On a dit qu'il était mal entouré. Le meneur ultime d'Allen Iverson, c'est Eric fucking Snow. Tu as mis Allen Iverson 1? Ouais. Tu t'es fait plaisir sur les autres postes. Plaisir, c'est un grand mot. Si, je te vois, là, t'es gourmet. Mais ouais, j'ai mis Iverson en 1, ça va, il peut jouer 1. Hein. Il n'y a pas de problème. De toute façon, que tu mettes Iverson en 1 ou en 2, C'est de la merde. le mec que tu mets à côté a le même rôle, hein. C'est-à-dire se battre. Donne le meilleur, s'il te plaît, machin. Donc, c'est ça, hein. File le ballon au petit, là, au numéro 3. Non, mais je suis d'accord, mais la liste est terrifiante. Eric Snow, Kevin Ollie, Anthony Carter, Speedy Claxton, c'est tout. Moi, j'ai fait les fonds de tiroir, là. Speedy Claxton, Jrue Holiday, parce que Jrue Holiday, il y a quelques matchs, puisque c'est Jrue Holiday rookie. C'est Jrue Holiday du début, voilà. Tout à fait, il est rookie. Mais. Parce qu'il est draft 2005, Jrue Holiday, non? Ouais, un truc comme ça. Donc, non, il c'est a joué early une Iverson. saison, quoi. Ah, c'est une seule saison. Allen Iverson, en meneur titulaire pour Alex, j'ai mis Eric Snow parce que je voulais respecter le poste réel d'Allen Iverson qui est un des meilleurs arrières de l'histoire. On va pouvoir passer à ton poste préféré, le poste d'arrière. Quelques noms. Mais tu sais que la liste n'est pas moins bonne que la liste des meneurs. Oh, Franchement, il y a bataille, vas-y. hey, Aaron McKee, J.R. Smith, Greg Buckner, Kyle Korver, Larry Hughes, Jerry Stackhouse, Yakuba Diawara, Raja Je l'ai mis Bell, dans les ailiers, mais oui. Rip Hamilton, Aaron Aflalo et Lou Williams. C'est mieux. Il y a des basketteurs. John Salmons, tu le mets en 3 peut-être? Je l'ai mis en 3. Ouais. J'ai été gourmet, je l'ai On décalé. cite John Salmons. J'avais de la marge, je l'ai On est décalé dans au ce genre poste d'émission 3. Ouais. où on se demande le poste de John Tu l'as mis où, Salmons. John Salmons? C'est ça, c'est chaud ça. Moi j'étais C'est trop très blindé chaud. au poste 2, donc je l'ai décalé en 3. Tu vois, voilà, donc c'est pas très beau non plus, comme les meneurs. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Je veux dire, il y a quelques vrais joueurs. Alors, il les a pas forcément croisés dans les meilleures conditions. Raja Bell, c'est anecdotique. Larry Hughes, J.R. Smith, à Denver.
Bon. Rip Hamilton à Détroit. Tu vois, non mais c'est des vrais joueurs. T'as fait comment? J'ai mis Aaron Mackie. Ouais, t'as mis Aaron Mackie. Ouais. Attends. Non, bah attends, alors, pas le attends de genre, hey, Aaron Mackie, la papate, non. le mec, tu le laisses dans le corner, c'est pas let's du tout go, ça. quoi. Alors, déjà, Aaron Mackie, il tournait en 12-2-2. Ouais, c'est ça. Temps mort. Mais il défendait bien, grosse polyvalence. Il s'est bouffé des sales missions aux côtés d'Iverson pendant des années. Et c'est vrai que le titulaire, c'était Eric Snow. Mais moi, je pense que la triplette de ce backcourt de Philadelphie, donc était Eric Snow, Aaron Mackie, Iverson, je préfère avec Aaron Mackie. Je trouve que le vrai bon gros backcourt qui faisait mal, c'était Iverson, Aaron Mackie. Je trouve. Ça me va très bien. Et comme on est blindé sur le poste d'ailier, et vu qu'on est plein à décaler les types. Et vu qu'on est plein à craquer sur les forwards, on s'est permis. Aaron Mackie, le max c'est 10 points et 4 rebonds de moyenne. Mais évidemment c'est plus que ça. Non, c'est plus que ça. Il est monté à 11 points, pardon. Il est monté à 12-4-4. Non, c'est pas 10-2-2, c'est 11-4-4. Non, mais voilà, il faisait quand même des passes, il était sur les interceptions, surtout un défenseur. Après, c'était un shooter à 3 points très honorable. Ouais, pour les volumes de l'époque, t'en prenais 2-3, il était à 40%. Ouais, tu vois. Donc lui, dans une NBA plus actuelle comme aujourd'hui, où Iverson, je sais pas combien de points il pourrait mettre, Aaron Mackie aurait plus de tirs ouverts, je pense qu'il peut mettre 14 points par match. Peut-être même 14,5 même. Non mais voilà, après, moi j'ai mis Aaron Mackie par contre, clairement. Pour une autre raison aussi, Aaron Mackie a vraiment joué énormément de matchs. De toute façon, Aaron Mackie et Rick Snow sont les mecs qui ont joué le plus de matchs. Quand tu fais le nombre de matchs joués avec Iverson, c'est Aaron Mackie qui a joué le plus de matchs avec Aaron Mackie en 1 et t'as Eric Snow tout de suite derrière. Il y a quand même 100 matchs d'écart quasiment entre les deux. Sûr. Bon après, voilà. On pourrait citer aussi le top 10 des mecs qui ont joué le plus de matchs avec Iverson. Mais comme il y a quand même au moins 2 ou 3 mecs quasiment inconnus dans la liste, c'est un truc très très chaud. Vas-y, on le fait, hein. Comme ça les gens ils vont se régaler, vas-y. Aaron Mackie, Eric Snow, Derrick Coleman, tout de suite en 3. Derrick Coleman. Donc déjà, oui, Derrick Coleman a joué à Philadelphie. Parce que, non mais tu vois, voilà. John Salmons, le fameux. Samuel D'Alembert. Et là, attention, Theo Ratliff, je suis sûr que tout le monde ne connaît pas Theo Ratliff. Tyrone Hill, je suis sûr que tout le monde ne connaît pas Tyrone Hill. Kyle Korver, bon ça on connaît Kyle Korver, c'est une légende. George Lynch et Kevin Ollie que tu as cité tout à l'heure dans les meneurs. Juste pour situer, George Lynch, c'est le titulaire de l'équipe de la saison 2000-2001. Voilà, à l'aile. On arrive sur les élites. Voilà. Juste pour situer, la superstar de ce groupe, c'est Derrick Coleman, d'accord ? Qui a vendu sa médaille olympique pour acheter les binous. C'est une histoire vraie, d'accord ? Non, mais c'est d'une violence. C'est une violence. Très, très chaud. Ok, donc t'as mis Iverson en 1. Moi j'ai Iverson Mackie, toi t'as Snow Iverson. Voilà. C'est ça ? Formidable. Exactement. On va passer au poste 3. Voilà. Poste 3. Vas-y, fais ta liste. Sur les ailes, on a du John Salmons, la légende, du George Lynch, tout à fait, du André Iguodala, Linas Kleiza, Mark Davis, Willie Green, le coach, Carmelo Anthony, Jermaine Jones, Keith Van Horn, Matt Harpring, Tayshaun Prince, Matt Barnes et Monsieur Monty Williams. Et oui, Monty Williams et Willie Green ont bien joué avec Allen Iverson. C'est vrai. Encore des grands ailiers, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cet épisode ? Il y a un putain d'ailier. Ah bah quand même. Qui ça ? Bah quand même. Attention, parce qu'on a des problèmes dans le Colorado. Quoi ? Quand même. Ils n'ont pas joué longtemps ensemble. Oh. Mais alors, c'est le meilleur ailier, tête, épaule, tout ce que tu veux, de loin de la carrière d'Iverson, puisque le seul qui pourrait un peu rivaliser, il y en a deux, allez, il y en a deux qui pourraient un peu rivaliser, si, il y a Stackhouse. Et Stackhouse, il a eu des moments quand même sérieux, quoi. Oui. Non ? Si, il a eu des gros scoring, mais en fait, les gros scoring qu'il a eu après, c'est à Détroit. Et en fait, early scoring, il a eu 1 an et demi avec Iverson. Mais je veux dire, c'est tout. C'est un joueur qui a atteint un niveau quand même fort. La même chose pour Iguodala. Iguodala, qui lui, par contre, était rookie, n'a pas joué très longtemps avec Iverson. Donc Iverson a joué avec un Iguodala naissant, il n'a pas joué avec le gros Iguodala derrière. Maintenant, moi, j'ai souvenir d'un petit alley-oop en contre-attaque. Je m'en rappelle, je suis genre, oh putain, c'est quoi le rookie là ? Ah, le rookie, vous irez voir, Iverson, il a en contre-attaque, il la balance un peu. T'as l'impression que c'est n'importe comment. Et Iguodala, il attrape ça avec ses bras de 1000 km là. Enfin, c'est monstrueux. Après, il n'a pas du tout joué, Iverson n'a pas du tout joué avec Prime Iguodala du tout. Donc, ça peut pas être lui. Même chose un peu pour Stackhouse. Ah, moi, je me suis fait plaisir. Donc, c'est Melo. Quoi, tu décales Melo ? J'ai mis André Iguodala en 3. Ouais, je m'en doutais. En fait, parce que j'ai hésité, moi. Parce que
tout ce que tu as dit, évidemment, la vraie est Quand même, il a indéniable. joué C'est qu'une qu'ils saison et demie avec lui. n'ont pas joué si longtemps que ça, mais la connexion a été réelle. Il y a eu ces alley-oops qui ont été dingues. Il y a eu le concours de dunk où ils se sont retrouvés aussi. Alors, c'est pas énorme. Moi, après, c'est personnel parce que j'ai eu aussi la chance, quand je suis un gamin à l'époque, c'est la première fois que je vais aux États-Unis, et j'ai vu Iguodala et Iverson jouer ensemble face aux Spurs. Donc, je me souviens les avoir vus jouer tous les deux ensemble, et il y avait une vraie belle alchimie entre les deux. C'est un coup de cœur. Mais si les gens ne mettent pas Iguodala dans le 5 majeur, Moi, je mets pas Melo me en pose 3. problème. Moi, j'ai mis Melo, mais à un autre poste. Pivot? Très certainement. Non, Melo en 3. Melo en Parce 3. qu'en plus, c'est le poste qui jouait à côté de. Quand il a joué avec Iverson, il jouait 3, Melo. Putain. Et c'était sérieux. Oui. C'était très sérieux. Mais ça n'a pas duré assez longtemps, ils avaient Georges Carr en coach. Quoi. Non, mais ça n'a pas duré moins longtemps que Iguodala en fait. Oui, bien sûr. Non, mais c'est juste dans le. Ah oui. En dehors de Iguodala. L'association Melo-Iverson était hyper attirante sur le 50 papier. points par match. Les tresses, 50 points par match. La petite version et la grande version. Il y avait un peu de ça aussi. Hein. Des similitudes entre les deux. Oui. Mais autour, il fallait un cadre. Et alors autour, C'était Denver. vous connaissez les Expandables Kenan Martin, Birdman, voilà. Ah, Il y avait Kenan Martin, il y avait Néné, il y avait quelques Camby têtes. aussi, je Il y avait pense. Inas Kleiza, il y avait Camby encore qui était là. Anthony Carter qui on est arrive sur ces postes-là, on arrive. Moi, j'ai t'as mis Melo Melo en 3, 3. toi t'as Iggy. C'est pas mal. On va aller en poste 4. Ouais, on va faire les postes 4, une belle liste là. Et c'est pas faute de. Et juste qu'on soit d'accord, hein, l'épisode va pas durer 20 minutes. C'est pas faute de pas essayer de meubler. Hein. C'est vraiment que c'est de la merde. Non mais vraiment, et puis il est entouré, mais tellement mal. c'est un peu chaud, ouais. J'avoue que c'est un peu chaud. Poste 4. Alors là, j'espère que t'es gourmand parce que j'ai du client. Oh ouais, il y a du monde là. Chris Webber, Derrick Coleman, Kenny Thomas, Eduardo Narera, Clarence Witherspoon, Brian Skinner, Tim Thomas, Tony Kukoc, Kenyon Martin, Jason Maxill, Rashid Wallace, Terry Cummings, Antonio McDyess, Rick Mahorn. Vous pouvez taper Rick Mahorn, Allen Iverson, il y a des photos. Et Elton Brand. T'as cité Kenny Thomas? Ouais. J'adorais Kenny Thomas. T'aimais bien. Alors, Ah, tu aimais bien ou tu adorais Kenny Thomas? Je J'adorais. T'adorais gros Kenny fan Thomas. de Kenny Thomas. Ok, ouais. J'y ai cru à Kenny Thomas. Ah ouais? À Houston d'abord, il était, je crois. Et ensuite. Sacramento, il était bien aussi. Ouais, je crois. après, ça c'est après. Il a fait Houston, Philly, Sacramento. Mhm. Ah, j'y ai cru de ouf. Hein. Si vous connaissez pas, Kenny Thomas, c'est 2 mètres, 125 kilos. Belle bête. Bon gros rebondeur. Ouais, Markieff Morris avec du talent. Ah, t'es vache avec Markieff Morris. Il a du talent quand même, Markieff Morris. Vas-y, trouve une comp pour Kenny Thomas. C'est un peu un twinner comme ça, c'est ça que je veux dire. Ah ouais, C'est que c'est un forward un peu qui n'est ni 4, ni 5, ni 3, mais qui est un peu. Qui a joué 4. Voilà. Costaud, grosses épaules, bon gros rebondeur, capable de shooter périmètre 3 points sans aucun problème. Moi j'aimais beaucoup, ultra spectaculaire, c'est pas mal blessé, ça a jamais vraiment décollé. Fait partie de ces joueurs, tu sais, tu y as cru de ouf et puis en fait tu fais bon, ok, on va se calmer quand même. On a compris. Mais j'ai kiffé, voilà. Je tenais à le dire, j'aurais pas souvent l'occasion de parler de Kenny Thomas. Hein. Merci à Allen Iverson quand même. Chris Webber est arrivé à Philadelphie et était un espoir. C'était la raquette Webber d'Alembert. On va reparler de Samuel d'Alembert et de Haïti dans quelques Parce minutes. que Chris Webber, c'est peut-être le meilleur joueur de basket avec Melo avec lequel Iverson a joué. Hein. Ah, le problème, c'est que c'est pas le Webber de Sacramento qui débarque à Philly. Non, enfin, il est encore bon. Il est encore solide, mais moi d'ailleurs pour l'anecdote, quand je suis allé le voir à Philly, il y a une situation de fin de match, en plus c'était un match serré, et les fans de Philly étaient terrorisés à ce que Chris Webber ait le ballon dans ses mains, parce que c'était après les épisodes de Michigan, etc. Donc il y a toujours genre non Webber, fais pas tes conneries. Mais tu as Chris Webber qui était présent, tu as eu Derrick Coleman, on l'a cité tout à l'heure. T'as eu un peu de Derrick Coleman quand Il a même. fait une bonne grosse saison au tout début. Ouais, les débuts d'Iverson, bouge pas, j'ai noté parce que j'étais 18 points dire bon, 18 points dire bon. Les 2 saisons qui passent à côté, tu vois, c'est des saisons correctes quoi. Comment Ouais, t'as c'est- fait? Comment j'ai fait moi? Ouais. Moi j'ai mis Chris Webber. Oh, putain. Ouais. Oh, t'es dur. Désolé, mais la grosse saison ensemble, 2005-2006, Weber il joue des matchs, il score, il prend des rebonds, c'est un bon Weber. En fait, le truc c'est que ça illustre bien aussi le niveau des équipiers qu'a eu Iverson en carrière. C'est que, de très très loin, Chris Webber c'est le meilleur ailier fort avec lequel Allen Iverson est joué. Tu vas mettre qui sinon? Tu fais comment? Ah oui, toi t'as mis Melo du coup, c'est ça? Ah bah ouais. T'as rentré Iggy. Moi je rentre Weber. Ok. Oh ouais. Gros joueur, hein, Weber. Non, hein. mais attends. Je suis pas en train de dire que Chris Webber n'est pas un gros joueur. C'est juste que
quand je fais le 5 majeur de la carrière de Philadelphie, d'Allen Iverson, je ne mets pas Chris Webber. Voilà. Ouais, mais mettre Iggy, franchement, c'est vraiment genre, c'est limite tu devrais le prendre pour la science-fiction presque, parce qu'ils ont pas vraiment, Iggy était pas prêt quoi. Iggy il a fait rookie sophomore quoi. Avec, bien sûr. Avec Le total de matchs joués l'un pour l'autre n'est pas si différent. Iguodala a joué quasi 2 fois plus de matchs avec Iverson que Chris Webber. Il y en a 190 pour Iguodala et il y en a une centaine pour Webber. Mais je joue même pas là-dessus, tu vois. C'est que je suis d'accord, ils ont pas fait une longue carrière ensemble, mais j'ai un souvenir tellement éphémère, épisodique de Weber à Philadelphie, où en fait je pense que c'est sa période où il est entre Détroit, Philadelphie, c'est pas la fin de carrière, c'est pas top, on sait pas ce que va faire C-Web. Il est bon une saison. Son dernier sursaut, il le fait avec Iverson. Mais on est obligé de meubler quand même. C'est-à-dire que là, toi, t'as Iverson, Aaron McKee, Melo, Weber. Putain. Et moi, j'ai Eric Snow, Iverson, André Iguodala, Carmelo Anthony. Et ben, on va voir ce qu'on a sur le poste 5. C'est que la liste aussi. Et j'espère que vous êtes gourmands aussi, parce qu'on a Samuel D'Alembert, Theo Ratliff, Tyrone Hill, Todd McCullough, Matt Geiger, Marcus Camby, Dikembe Mutombo, Steven Hunter, Scott Williams, Nazer Mohamed, Nene, Amir Johnson et Kwame Brown. Tu as dit Matt Geiger ? Ouais. Putain. Qu'est-ce que je te dise ? C'est pas beau. C'est pas beau. C'est que Weber, il peut presque être pivot là-dedans. Alors, ça aurait pu être D'Alembert. T'as pas mis... Non, j'ai pas mis D'Alembert. Okay. Ça aurait pu être D'Alembert. Ouais, mais non. À un moment donné, je vois pas pourquoi. Parce qu'il a joué beaucoup de matchs, quoi. Et encore beaucoup. Non, c'est Dikembe Mutombo. Il a joué avec un pivot All-Star. All-Star l'année où il était avec l'USK, dis donc. Melo a été All-Star à côté de Iverson. Et sinon je parle juste All-Star. Melo a été All-Star à côté d'Iverson. Weber, je crois pas qu'il y soit malgré sa saison en 20-10. Non. Il en avait un peu le niveau, mais il l'a pas été. Ouais. Et donc Mutombo arrive en cours de saison 2000-2001 à la mi-saison, quoi. Et il est All-Star. Et il sera All-Star encore l'année d'après. Et même défenseur de l'année, je crois, en 2001, Mutombo. En fait, c'est ça surtout qui est fort. C'est qu'en cours de saison, il y a du trade pour que Dikembe Mutombo rejoigne, quitte Atlanta, si je dis pas de bêtises, rejoigne Iverson à Philadelphie. L'idée, c'est d'enfin offrir une muraille pour que le talent énorme d'Iverson qui explose en 2001 puisse lui permettre de défoncer la conférence Est. L'idée est bonne, hein ? L'idée est bonne, et on est sur un garçon qui va verrouiller le titre de défenseur de l'année en ayant pourtant porté du double maillot. Donc Mutombo, à ce moment-là, il fait partie des cadres et légendes de la NBA. Il est All-Star, notamment sur le All-Star Game où il y a un comeback de zinzin. Enfin voilà, c'est Mutombo, à ce moment-là, il fait partie des enforceurs de la NBA encore et toujours. On n'est pas du tout sur le Mutombo croulant qu'on va avoir sur le reste de la décennie 2000. Il est aussi mon pivot titulaire parce que regardez ce qu'il y a autour. Et c'est pas par disrespect pour Dikembe Mutombo, mais on aurait eu un pivot qui aurait joué un peu plus longtemps avec Anderson et il y aurait eu 1 ou 2 finales de conférence, mais c'est bon, il l'aurait dans le métro. Ouais, sauf qu'il n'y a pas ça. Et que Mutombo apporte quand même quelque chose. Et comme par hasard, c'est quand même avec Mutombo qu'il y a les meilleurs résultats collectifs. Il y a 105 matchs quand même. Ensemble. Non mais comme par hasard, c'est avec Mutombo, ça va en finale. Bien sûr. Mais donc, si je récapitule. Oui, vas-y, récapitule. On a dit Dikembe Mutombo. Il a joué 105 matchs avec Iverson. T'as Chris Webber. Il a joué 104 matchs avec Chris Webber. On a Melo. Il a joué 120 matchs avec Iverson. En fait, c'est Mackie et Snow qui ont vraiment joué beaucoup de matchs. De toute façon, on a fait le top 10 des mecs. Si tu veux, les mecs qui ont joué le plus de matchs, on va pas foutre des Theo Ratliff, des John Salmons dans le 5 majeur d'Iverson. On va pas faire les cons. Mais c'est une horreur absolue. C'est que les mecs un peu talentueux que tu as eu, 100 matchs, vous vous rendez compte, il y a 80 matchs par saison. Tu les as 1 an et 1 trimestre. C'est une horreur. Iverson n'a pas pu compter sur des coéquipiers si talentueux que ça. Non, clairement pas. Est-ce que c'est le plus mal entouré de tous les partenaires particuliers qu'on a fait depuis le début là ? Peut-être quand même. C'est qui sinon ? Franchement, Ewing et Garnett, je les mets au-dessus, moi. Je pense que pour l'instant, c'est le plus mal entouré de tous ceux qu'on a fait. Ewing a été bien entouré quand même à côté, putain. Je sais pas si je pourrais prononcer cette phrase comme ça, mais je pense que je le mets quand même un peu au-dessus. Il y a Garnett qui rivalise un peu, mais Garnett quand même, il a en fait, ce qui fait chier, c'est que ça n'a pas duré longtemps, parce que Iverson a eu Melo.
Oui, mais Garnett, Quand il a eu même. la chance d'aller à Boston et du coup de se faire entourer d'une équipe de Hall of Famer qui était All-Star à côté de lui et de prendre un titre avec, tu vois. KJ Iverson en rêve. Enfin, Tu vois, Il voilà, adore on est adorer d'accord. ça. Non, c'est sûr. C'est juste la séparation entre Ewing et Iverson. J'hésite parce qu'en fait, Iverson, il a eu du mélo. Et que Ewing aurait adoré Ewing, il avoir a, ça. il a pas eu un mec du niveau de Melo. C'est kiff-kiff. Mais c'est un des pires. C'est un des pires. Ouais. Et on a tendance à juger les joueurs en disant gna gna gna, il n'y a pas de bague, il n'y a pas de machin. C'est vrai. Mais cette série nous permet aussi de rappeler que pour qu'un joueur excelle, il faut qu'il soit bien entouré. Et des managers qui ont fait nimp avec des joueurs all-time, on en a, on continuera à les dénoncer. On Je suis monte, d'accord. on monte le 5 majeur ? Ah, il va falloir. Le voici le 5 majeur de l'horreur. Avec Allen Iverson. Sur le backcourt, vous choisissez Aaron McKee ou Eric Snow, c'est votre problème. Si vous voulez du Jerry Stackhouse, vous avez le droit. Ensuite, il y a du André Iguodala ou du Carmelo Anthony. On va se régaler sur le visuel. Il y a du Chris Webber ou du Dikembe Mutombo. Ça là-dessus, on est d'accord. En fait, il y a Mutombo et Carmelo Anthony sur lesquels on est d'accord. Et après, vous faites ce que vous voulez. On peut faire un top 2 plutôt qu'un top 3. Malheureusement, je suis obligé de te donner un. Non, mais c'est terrible. C'est terrible. Parce que Léon se posait la question tout à l'heure. Est-ce que c'est le joueur ? Est-ce que c'est le management ? C'est le joueur ? Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Ah bah, il y a clairement les deux. Genre, le management, c'est sûr, ils ont été incapables. Parce que c'est pas comme si on lui avait mis des grosses brutes dans leur prime à côté de lui et que ça avait pas fonctionné. À part éventuellement Melo. Mais sinon. C'est pas comme si ça avait essayé, tu vois, le management. Et qu'on pouvait dire de manière formelle, bah oui, Iverson, c'est impossible, tu vois. J'avoue, j'ai envie de mettre un top 2, hein, pareil. Hein. Ah, t'es d'accord, hein. Parce qu'en 3, je vais mettre un troll, hein, mais je suis désolé, hein, je suis obligé. Hein. J'ai mis Eric Snow en 3. J'ai eu Maki. Melo en 1, Mutombo en 2. Donc ça, c'est quand même l'évidence qui ressort de cette vidéo. Et en 3, faites bien ce que vous voulez, je m'en tape. Moi, j'ai mis Aaron McKee. Donc attends, on est quand même d'accord, ça veut dire que le meilleur coéquipier dans la carrière d'Iverson, il a joué 120 matchs avec. Ouais, et attends, c'est pas n'importe qui. C'est un coéquipier, c'est un gros joueur offensif, c'est un Hall of Famer. Il a été All-Star à côté, il scorait beaucoup. Cette équipe de Denver a certainement, évidemment, pas eu les résultats qu'on pouvait escompter. Alors ils ont fait qu'un premier tour. Mais il y avait un vrai talent, il y avait un vrai duo. Il a eu un joueur fort, quoi. 120 matchs. Tu jouais Denver, t'avais peur, tu pouvais te prendre des grosses branlées, quoi. T'avais peur de te faire taper dessus surtout. Hein. Voilà. Bienvenue au Madison Square Après, Garden. voilà. Maintenant, après, on met Dikembe, on met Maki, mettez Snow si vous voulez, mettez même Weber si vous voulez, ou Iguodala, je m'en fiche, mais C'est une honte. C'est une honte. Allez-y si vous voulez, vous tapez Allen Iverson Teammates, vous avez toute la liste. C'est n'importe quoi, là t'as fait le top 10. Vous voulez qu'on ouvre à 11 à 20 ? D'accord, c'est cadeau. Iguodala, Todd McCullough, Matt Geiger, Linas Kleiza, Kenny Thomas, Mark Davis, Eduardo Narrera, Marcus Camby, Willie Green et Clarence Weatherspoon. Il y a, on en a parlé avant de faire le tournage Alex, combien il y a de All-Star ou / Hall of Famer qui ont joué aux côtés d'Allen Iverson ? Il y a Melo, Melo, Mutombo. voilà. Éventuellement Weber. Weber, il doit pas en être loin. On va voir. Du niveau Hall of Fame, il en est pas loin, tu vois. Et genre, on a parlé de lui plusieurs fois. Ou que même non. Il y est, Weber, non ? Oui, il y est, Weber, j'ai des conneries, moi. Je vérifie. Weber, il y est. Il le mérite, wow. Weber, il mérite grave d'être All-Star. Après, Hall of Fame, pardon. Après, il a pas joué. Le truc, c'est qu'il a vraiment pas joué avec un Weber prime. Il a joué avec un Weber encore bon. Pareil, il a joué avec Tony Kukoc, mais c'était pas Tony Kukoc. Il a joué un Weber encore bon, mais pas prime. Voici les 3 joueurs de... Bref. Le tableau. Le beau visuel. Démerdez-vous Ouais. avec le fait que Carmelo Anthony est le meilleur coéquipier de la carrière d'Allen Iverson et qu'il a joué 122 matchs avec, et que Dikembe Mutombo est deuxième avec une centaine de rencontres. C'est ridicule. C'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse parce que là, on n'arrête pas de charrier tous les coéquipiers. Il y en a qui se marrent, j'imagine, mais il y a des gars qui sont pas bien entourés et qui auraient pu traîner des pieds. Iverson, il a été mal entouré, mais il s'est défoncé sur le terrain. Un mec comme ça, avec ce caractère et ce tempérament-là, tu lui aurais mis des vrais gars. Il y a moyen. Ça c'est du gâchis. Pour moi, c'est du gâchis.
Et quand tu vois l'icône que c'est, quand tu vois les révérences, t'as des Stephen Curry, des Tony Parker, des Derrick Rose, tous ces gars qui parlent à Iverson, comme si c'était le mec qui a dit tu peux être petit et tu peux toiser les grands du regard. Et aujourd'hui, on est dans une ligne de petits. Regardez les Trae Young, les Kyrie, les machins. Je sais pas si on est dans une ligne de petits. Mais... Non, on est dans une. On est pas dans il y a une ligne les de petits. On est dans une génération où les petits peuvent avoir le plein pouvoir. Ouais. Et il y a des franchises qui se construisent entièrement autour de mecs de moins d'1m90. Ouais. Genre Donovan Mitchell, je pense qu'il a eu aussi du Allen Iverson en référence. C'est trop violent. Trop violent. Science-fiction ? Ouais. Dans cette partie-là, science-fiction, évidemment, on trouve un coéquipier. Donc déjà, il faut qu'il soit basketteur, parce qu'à ce moment-là, ce sera un meilleur coéquipier de la carrière d'Iverson. Désolé pour la punchline, c'est gratuit. Mais un joueur dans l'histoire de l'NBA qui aurait dû, selon nous, jouer avec AI. J'en ai 2. Enfin, j'en ai plein. En fait, pour le coup, il y en a trop. Mais pour vraiment essayer de trouver un bon fit, un truc cool qui fit bien. Je t'ai dit, je m'en bats les couilles du fit. Ah non, moi justement, je pense que pour Iverson, c'est important. Iverson, il y a beaucoup d'émotions dans son jeu. Il y a beaucoup de... Faut le comprendre, ce mec. Faut le comprendre pour être avec lui, tu vois. Ouais, t'inquiète. Donc, je pense qu'il y a pour moi 2 joueurs, et les 2 jouent encore, qui auraient pu faire ça très bien. Le premier, c'est Kevin Durant, mais c'est pas mon choix définitif. Ils sont du même coin. Ils ont. Mais je suis exactement. Voilà. J'ai fait comme ça, mais non, je pense que KD. Tayshaun Prince quoi à côté. Je pense que KD. Non. Au contraire, t'aurais pu gagner. Ils ont bien réussi à scorer côte à côte avec Melo. Je vois pas pourquoi il n'arriverait pas à scorer côte à côte avec Kevin Durant. Et en plus, Kevin Durant, au niveau de l'adolescence, du quartier d'où tu viens, de la façon dont tu vois le jeu et tout, je pense qu'ils auraient pu bien se comprendre. Okay. Mais en fait, non. C'est LeBron qu'il lui aurait fallu. Parce que LeBron, pareil, il aurait pu bien comprendre le délire. Et LeBron est un joueur collectif par essence, qui sait faire jouer. Et je pense que les deux, il y aurait eu un truc de fou. Le cœur, la volonté, l'énergie d'Iverson et tout sur les lignes arrière. Et LeBron qui gère, maîtrise le jeu et tout. LeBron, il peut scorer à côté de n'importe qui, Iverson ou pas. De toute façon, on a vu LeBron avec Kyrie, donc LeBron avec Iverson. Voilà. Merci. Merci. Bien sûr. Et puis ça aurait été beau. Ça aurait été une équipe tout en émotion, en truc et tout. J'aurais kiffé, moi. Voilà. Moi, j'ai tourné autour du pot, je me suis dit, attends, je veux un meneur, un Après, arrière, un j'avais plein d'autres options. ailier Vas-y, fort, un j'écoute. pivot. Mais non, mais je me suis dit, attends, je vais réfléchir. Et puis, j'arrêtais pas de faire des feats depuis des épisodes. Et là, j'ai fait, vas-y. T'as vu comment ils l'ont mal entouré ? Shaq. Shaq, ça aurait été bien. Shaq et Iverson. J'aurais dit, tu sais quoi, vas-y, c'est la rue totale. Après, C'est que les célébrations comme au ça. niveau leadership, je m'en bats les couilles. ouais. Je ne cherche pas le titre. Je cherche pas le Et quoi, titre. tu peux l'avoir quand même. Hein. Oui, bien sûr, mais je ne cherche même pas ça. Moi, je cherche à faire box-office. Tu mets Iverson et Shaq et c'est nymphe. Il n'y a que des histoires. T'as les médias, le terrain et les highlights. T'as tout. T'as des trailers, t'as tout. T'as toutes les célébrations. Les deux cons, en plus, ils s'entendent trop bien. Là, c'est la même cérémonie du Hall of Fame. Moi, je voulais le Shaq avec Iverson. Les deux, ça se voit, ils se marrent. L'autre, il lui file sa pompe et tout pour faire du talkie-walkie. Non, je pense que ça aurait été sur un terrain. C'est le petit cool. avec le grand. Ça aurait été cool. Le petit avec le grand, puis quand ils arrivent sur le terrain, t'es saoulé quand même. T'es saoulé, puis ça T'es aurait embêté, été- quoi. C'est deux des plus grandes icônes de l'histoire de la NBA. Puis c'est vrai que ça fait des bons écrans pour Iverson, pour manœuvrer derrière. Oh putain, incroyable. Ça peut être pas mal. Dites-nous, vous, qui vous avez comme joueur de science-fiction et surtout ce que vous pensez au global, parce qu'on s'est beaucoup donné et exprimé sur cet épisode, mais qu'est-ce que vous pensez de la carrière d'Iverson ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit refaire et revivre ? Est-ce qu'il y a des gens à pointer du doigt dans le management de Philadelphie et d'ailleurs ? Dans tous les cas, ce qui est sûr, C'est un gros what if. Ah bah ouais. Iverson dans son Est-ce ensemble. qu'Iverson est un what if en lui seul ? Ouais. Quand on voit les coéquipiers, forcément, on se pose la question. Ce qui est sûr, c'est qu'on va vous faire plein de bisous. Merci à Léonce, à la prod, comme d'habitude, à Alex, évidemment. On vous souhaite une excellente semaine. Dites-nous quel joueur vous voulez bientôt dans Partenaire particulier. Et on se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Des bisous. Ciao. Ciao.